On va prendre 2 autres questions et on va revenir aux panélistes. Merci d'ailleurs, ça fonctionne bien. Merci de votre collaboration tout le monde. Alors, on vous écoute. Bon, Monsieur Lapierre, votre idée de modifier la loi sur les mines est excellente. On applaudit. Votre idée de segmentarisation est excellente parce qu'on pourrait l'appliquer aux usages. Est-ce qu'on ne devrait pas y inclure maintenant les futures mines qui sont les dépotoirs? Parce que c'est là qu'on va trouver les ressources. Ça devrait être inclus dans la loi. Mais surtout, ce qui m'inquiète, moi, personnellement, c'est l'usage de certains minéraux dont la toxicité est à très long terme et impossible à gérer dans l'immédiat puisqu'on le laisse à perpétuité. Je parle par exemple de tous les produits plus ou moins radioactifs, que ce soit l'uranium, excellent. Bon. Donc dans la loi, ne devrait-on pas, d'après vous, faire une différenciation entre ce qui est gérable à long terme et ce qui ne l'est pas, et faire en sorte qu'on exclue dans la loi l'utilisation de choses qu'on ne peut pas contrôler, comme par exemple l'uranium? C'est exactement pour ça que j'ai suggéré qu'une de mes divisions, ce soit les ressources dont l'exploitation devait être temporairement ou définitivement refusée. Et l'uranium, à mon sens, fait partie de cette réflexion-là qu'il faut avoir. Bon, merci. Alors, on va y aller pour 2 interventions au micro ici et les réponses en rafale par la suite. Allez-y. Oui, Isabelle Orellana de l'UQAM. Et dans un petit pays bien éloigné géographiquement et culturellement d'ici, il y a quelques années, peut-être quelques dizaines, on a mis de l'avant un nouveau concept, celui de l'indicateur du bonheur brut. Ne pensez-vous pas qu'il est temps, peut-être, assez inspirant, malgré que je vois bien sans doute quelques distances culturelles du concept, mais ne pensez-vous pas qu'il est temps, peut-être, de penser à cette notion si essentielle qui est le bonheur, qui est le bien-être des personnes, des communautés? Ne pensez-vous pas que peut-être, en reprenant le mot d'une fille qui a posé la question tout à l'heure, il est temps de se poser la question sur le pourquoi faut-il extraire de façon indéfinie les richesses des entrailles de la terre? Quel est le sens de tout cela? Ne pensez-vous pas que peut-être il faudrait relire M. Dansereau et penser à l'austérité volontaire, que ce serait le temps à l'innovation sociale, que ce serait le temps à la créativité sociale pour repenser en fait notre devenir? Je crois que, comme vous l'avez évoqué, sans doute on chemine, je le crois, malheureusement vers une catastrophe. On a utilisé, exploité, abusé en fin de compte de notre pouvoir comme civilisation, comme société humaine, pour extraire sans fin les richesses, et on chemine vers la fin en fait, de certaines de ressources non renouvelables. C'est une catastrophe. En même temps, c'est une opportunité pour nous repenser. Voilà. Merci. Alors, on en prend note, on verra. On voit déjà quelqu'un qui va y répondre. On vous écoute et puis on va ensuite aller à nos panélistes. Si vous visez ou ciblez une personne en particulier, n'hésitez pas aussi à le dire, sinon on ouvrira la question. Bonjour. Est-ce qu'on m'entend? Oui. OK. Mon nom est Flore Fournier. Je suis ici à titre personnel et à titre de contribuable très préoccupé. Ma question s'adresse à M. Dufour, qui a une expertise précieuse pour nous aujourd'hui. M. Dufour, j'ai cru comprendre que si l'État québécois, ou plutôt en fait le Parti libéral, ne dépensait pas à coût de centaines de millions, sinon davantage, dans les infrastructures pour exploiter le Nord serait exploité tout de même. Donc, les compagnies minières font de très, très grandes économies sur notre dos. C'est ce que vous avez dit, n'est-ce pas? Qui seraient là quand même si on ne leur payait pas les infrastructures. C'est ma première question. La deuxième, il est question de taxer en partie le minerai qui est extrait et en partie les surprofits des minières. Dites-nous-le franchement, là, hein? Les minières, ils vont s'organiser, il n'y en aura jamais de surprofit. Hein? Les compagnies que vous connaissez, ils savent comment faire. Hein? Alors voilà, c'était mes 2 questions. Je suis vraiment désolée, elles sont moins touchantes que celles de la personne qui m'a précédée. Je suis vraiment désolée.
Non, il n'y a pas de gêne. Toutes les questions se valent. On pourrait peut-être d'ailleurs tout de suite aller avec M. Dufour. C'est bien ce que vous disiez. Si l'État québécois n'investissait pas, les entreprises minières auraient déboursé vraisemblablement les montants afférents aux infrastructures qui sont financées actuellement par l'État. Les compagnies minières étaient déjà là avant que l'on annonce le plan Nord. Elles étaient là parce que financièrement, elles croyaient possible de faire des bénéfices dans leur exploitation. Alors maintenant, évidemment, j'étais bien heureux que le plan Nord soit mis de l'avant parce que certaines des infrastructures que le plan Nord va contribuer, ils n'auront pas à les défrayer. Alors je crois que les compagnies minières vont développer en autant que les prix soient... Présentement, je crois qu'on a atteint des pics dans le prix des métaux. Par exemple, le cuivre est encore très bon parce que le nickel est encore aux environs de 8 $ la livre. Le fer a baissé un peu, peut-être aux environs, mais on pense qu'en 2015, le fer devrait être aux environs de 115 $ la tonne, alors qu'il est de 140, 150 $ la tonne présentement. Je parle toujours. Alors, la Chine semble avoir atteint son maximum et je pense que la Chine, maintenant, l'augmentation de leur PIB annuel a baissé et va continuer à baisser, je pense. C'est ce que tout le monde, moi je lis beaucoup dans les magazines et dans tous les journaux qui sont publiés. Alors la Chine, si les prix des métaux sont si élevés, c'est parce que la Chine a un appétit insatiable. Ils ont besoin de métaux, le fer, mais les grands producteurs de fer qui fournissent la Chine sont l'Australie et le Brésil. S'ils sont ici, c'est pas ce qu'ils ont réellement besoin de nous, c'est pour avoir un peu de diversification, pour être un peu diversifiés, parce qu'ils n'ont réellement pas besoin de nous ici. Bien, prenez par exemple, vous avez certaines compagnies qui ArcelorMittal. ArcelorMittal, c'est plus sérieux. Québec-Cartier, moi j'ai travaillé pour Québec-Cartier, qui a été acquis par ArcelorMittal, qui est le plus grand producteur d'acier au monde, et n'avait pas de minerais, n'avait pas de source de minerais garantie. Alors présentement, ils vont avoir quoi, 20 à 24 millions de tonnes de concentré qui va provenir de Fermont. Alors ça va. Mais eux, c'est pour alimenter l'Europe. C'est la même chose. Il y a Tata Steel, qui a pris une participation dans New Millennium, qui exploitent maintenant des anciens gisements qui ont été abandonnés par l'Iron Ore Company of Canada. Lorsqu'ils ont déménagé, c'était M. Mulroney qui était là à cette période-là, qui était président. Ils ont déménagé à Carol Lake. Eux traitaient... Souvent, les gens ne font pas la différence entre du minerai tout venant et du minerai que l'on a, nous, sur la fosse du Labrador. Le Brésil et l'Australie ont du minerai tout venant, c'est-à-dire que leur minerai, il est tellement riche, aux environs 65, 66, 67 %, vous n'avez pas à faire aucune concentration. Tout ce que vous faites, vous enlevez un peu de poussière, vous les chargez dans les bateaux et ils s'en vont pour la Chine. Tandis que nous, notre minerai dans la fosse du Labrador, la teneur est aussi basse qu'entre 28 et 32 %. Vous avez près de grandes baleines, vous avez du minerai à 36 % magnétite. Et il faut être prudent aussi entre la magnétite et l'hématite. À Fermont, ArcelorMittal exploite du minerai hématite. Et Fire Lake, présentement, je ne sais pas si vous avez vu hier, si vous avez reçu, Champion annonçait une faisabilité dans des minerais qu'ils ont à Fire Lake. Fire Lake, c'est entre Fermont et Gagnon. C'est entre les deux. Et ça avait été exploité en partie par Sidbeck, British Steel à un certain moment, mais le prix du fer à ce moment-là se vendait 40 $ la tonne et ça n'avait pas donné. Alors, il y a peut-être une autre dimension qui avait été soulevée, la question des surprofits. Le temps est pratiquement écoulé, mais si vous pouviez très brièvement, est-ce qu'on peut éviter ces taxes-là? En Australie, ils ont prévu passer 30 %, 25 ou 35 %, ils prennent une participation du surprofit. Et ici, est-ce qu'on aura à faire ça? Je pense qu'avec en ayant des redevances prises sur le minerai, sur chaque tonne de minerai extraite, peut-être qu'on n'aura pas besoin. Peut-être. Tant mieux si les prix sont tellement élevés.
peut-être dans le nickel. Le nickel, il n'y a pas beaucoup de nickel dans le monde. C'est pour ça que je disais que le district minier du Nord complètement, où Raglan est situé, c'est un des plus riches du Québec parce que c'est du nickel, platine et autres métaux. Alors, c'est mieux que l'or, je pense, mais l'or, évidemment, c'est tellement différent. L'or est extrait en souterrain. On a au Cisco, qui est à ciel ouvert, mais c'est du minerai de très faible teneur, hein, moins de 1 gramme, ou enfin, c'est très faible. Oui. Je vais devoir vous interrompre et même je vais devoir laisser tomber la question très intéressante sur l'indice du bonheur, mais je pense que, madame, vous allez pouvoir aller voir monsieur Mead et vous entretenir avec lui. Alors, merci beaucoup pour votre participation. Je cède la parole à Emmanuel Rofflet pour la suite des choses. Merci à nos panélistes. Quand même.